C'était dans les coulisses, c'est désormais officiel. Le stade du 4 août a été déclassé par la Confédération africaine de football. Le stade ne répond plus aux normes de l'instance africaine de football. Les matchs des étalons, mais également ceux du Salitas, devront être désormais délocalisés et être joués sur d'autres terrains autres qu'au Burkina Faso. Et également, Kamou Malo prolonge avec les étalons seniors. Oscar Barraud, lui, rejoint l'équipe des étalons locaux. Et quant à Brahma Zongo, lui, fait son entrée dans le club très fermé des entraîneurs des équipes nationales. Il prend la charge des étalons U20. Voici, madame, monsieur, pour les grands titres de Sport Time de ce 5 mars 2021. Merci de nous prendre en marche. Vous êtes bien à l'émission où on vous dit tout sur l'actualité sportive nationale, mais également internationale. Et comme toujours, pour mieux agrémenter cette émission, nous sommes en compagnie de notre consultant à maison, Madi Zongo. Madi, bonsoir. Bonsoir Arsène, bonsoir à tous. Merci d'être présent sur le plateau de Sport Time. C'est un plaisir. D'accord. Avec Madi, nous allons pouvoir décortiquer les grands titres, mais également toute l'actualité du sport national au Burkina Faso. Le stade du 4 août, on en parle. Il a été suspendu par les instances africaines de football. Le stade ne répond plus aux normes. Il devait remplir principalement 12 critères pour pouvoir abriter les matchs internationaux de campagne africaine, mais également des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est donc fini. Le Burkina Faso et Salitas devront trouver d'autres terrains pour pouvoir jouer. Désormais, nous avons rencontré pour vous, chers téléspectateurs, un capitaine qui s'appelle capitaine Frédéric Yameogo, qui est un expert de l'économie des sports. Avec lui, nous allons tenter de pouvoir mieux comprendre ces 12 critères. Tout de suite, nous partons pour son intervention. La qualité du terrain, il faut avoir une pelouse de très belle qualité. En fait, cette pelouse doit être naturelle ou artificielle, mais de très bonne qualité. Également, il y a un besoin de projecteurs d'une puissance d'au moins 1200 lux. Le minimum, c'est 1200 lux. Et qui prennent en compte uniformément toutes les zones du terrain de jeu. Et permettent également aux médias de pouvoir prendre les meilleures images. Et le troisième critère, c'est celui des bancs. La qualité des bancs des remplaçants et des bancs des officiels. À ce niveau, la tendance aujourd'hui, c'est des bancs type fauteuil qui sont exigés et des bancs couverts au niveau du terrain, chacun avec une place pour au moins 14 personnes et positionné au moins à 5 mètres de la ligne de touche. Un banc couvert au niveau du terrain avec un coin au salon pour les 4 officiels. Par ailleurs, il y a un besoin aussi de sièges individuels dans le stade. Tout le stade doit comporter des sièges individuels. Également des vestiaires propres et décents de normes internationales. À ce niveau, les visiteurs et l'équipe d'accueil doivent pouvoir bénéficier des vestiaires de qualité supérieure qui permettent en fait et uniformes. Ils exigent en fait qu'on n'ait plus de vestiaires qui soient l'équipe visiteuse soit dans des conditions, les vestiaires de l'équipe visiteuse ne sont pas conformes à ceux de l'équipe haute. Donc cela est interdit. Et dans ces vestiaires, il est obligatoire d'avoir 5 douches au minimum, 5 WC individuels assis, des sièges et des casiers pour au moins 25 personnes, une table de massage, un tableau tactique obligatoire, avec bien sûr stylo ou feuille mobile, eau chaude, eau froide nécessaire, une ventilation en mode climatisation aussi, ou mode climatisation est nécessaire et obligatoire. Il y a aussi les critères de la sûreté et de la sécurité. Les équipes on doit avoir une disposition sécuritaire qui puisse être conforme, qui doit permettre en fait la surveillance générale de l'intérieur comme de l'extérieur du stade et permettre de pouvoir détecter toute personne malveillante ou bien de pouvoir situer les responsabilités en cas d'une situation qui est déplorable. Également, il faut avoir des installations sanitaires pour les spectateurs. Je parle ici plus des toilettes, des trucs qui permettent aussi aux spectateurs de pouvoir se soulager dans les meilleures conditions et pour pouvoir revenir suivre leur match. Également, le stade doit bénéficier d'un certificat de sécurité et d'incendie délivré par les responsables compétents au Burkina Faso. On peut faire allusion à la BNSP qui a compétence pour délivrer. Et ce certificat ne doit pas être daté de plus de 2 ans. Il faut avoir des installations de secours, de premiers secours et de traitement des joueurs officiels et spectateurs. Il y a aussi un centre opérationnel qui est exigé par la CAF et les facilités médias.
il est exigé aussi à ce niveau-là que les journalistes soient mis dans les meilleures conditions. Vous pouvez voir par exemple au niveau de la tribune officielle, il doit y avoir une zone couverte réservée aux médias. Ensuite, la salle de conférence d'après-match doit être aussi de meilleures conditions. Là-bas aussi, on demande, en fait, il y a des exigences. Il n'est maintenant pas permis d'avoir une salle média où on sent que c'est peut-être une salle de réunion qui est ou bien un bureau qui a été transformé en salle. Et qu'au niveau du stade, là, les places réservées au niveau de la tribune officielle en zone couverte pour les journalistes doivent pouvoir permettre aussi aux journalistes d'exercer leur métier. C'est là on parle un peu des tables bureaux qui permettent aux journalistes de pouvoir travailler dans les meilleures conditions et également avoir une meilleure connexion pour pouvoir rendre compte périodiquement ou bien en tout temps de ce qui se passe dans le stade et aussi des prises pour pouvoir utiliser les différents appareils. Donc il est exigé aussi qu'on ait des hôtels pour héberger les équipes. Et aussi, surtout, ce qui est exigé, c'est avoir des hôpitaux. Des hôpitaux autour, voilà, il y a des hôpitaux en fonction de la catégorie, en fonction de la nature de la crise. Il peut y avoir d'abord un hôpital de premier secours, ensuite un hôpital de second niveau, en fonction du niveau d'alerte et ou bien du niveau de l'incident qui peut survenir. Les spéculations vont bon train depuis la suspension du stade du 4 août des compétitions africaines. Et tout de suite, on va partir avec Madi Zongo pour essayer de suivre un peu les analyses sur les tenants et les aboutissants de cette décision. Mais le peu que l'on puisse dire, c'est que le Burkina Faso ne peut que s'en prendre à lui-même suite à cette décision de la Confédération africaine de football. La décision de la CAF et partant de la FIFA de juger impropre le stade du 4 août pour abriter les matchs internationaux est venue comme la fin d'un mauvais feuilleton que vivait le sport burkinabé. Cette mesure était inévitable et ce n'était qu'une question de temps. Il y a longtemps qu'aucun stade burkinabé ne satisfaisait aucun des 12 critères exigés. 3 ans auparavant, lors de la dernière sortie de Raïmou à Bobo Dioulasso en Ligue des Champions, la CAF alertait déjà sur la qualité des infrastructures. Les stades de Sia ont été immédiatement déclassés et les équipes se déplaçaient à Ouagadougou pour les matchs internationaux. Mais il avait toujours été dit que le stade du 4 août abritait les rencontres par tolérance. L'année dernière, le gouvernement semblait avoir pris la mesure du danger et on a parlé de 14 milliards de francs CFA pour rénover le stade du 4 août à Ouagadougou et Sangoulé Lamizana à Bobo Dioulasso. Mais il n'y a pas eu le moindre début d'exécution des travaux. Si les instances internationales ont attendu maintenant pour suspendre la bonbonne de Gunguin, c'est parce que les missions d'inspection n'ont pas pu être effectuées à certains moments. On ne peut donc pas parler de surprise pour ce coup de massue de la fêtière du football africain. Mais le plus important ici n'est pas la douleur que le Burkina peut ressentir, mais l'opportunité qui lui est donnée de remettre aux normes ses stades et changer son fusil d'épaule en matière de construction d'infrastructures sportives. L'actualité du sport national a souvent été nourrie par la défaillance de ces enceintes mal faites sans qu'aucune responsabilité ne soit située. En attendant, les équipes burkinabées vont recevoir leurs adversaires loin de leur base. Retour sur ce plateau pour un moment d'échange avec Madi Zongo sur cette décision de la Confédération africaine de football. Madi Zongo, quand on écoute un peu dans l'opinion publique, il y a des théories, il y a des thèses qui s'affrontent, si on peut le dire ainsi. Il y a déjà ceux qui pensent qu'il faut construire un nouveau stade. Il y a ceux aussi qui disent que c'est plutôt préférable de rénover ce stade-là. Mais même ceux qui disent de rénover, parfois, ils ne s'entendent pas sur le coup. On parle parfois d'une dizaine de milliards. Les gens sont un peu sur le choc en entendant ces 10 milliards-là. Finalement, que faut-il faire? Un nouveau stade ou il faut poursuivre avec la rénovation de ce stade? Non, je pense que si vous avez une infrastructure comme le stade du 4 août, vous n'avez pas besoin de reconstruire parce que ça va coûter extrêmement cher. Même ceux qui parlent de 20 milliards, vous ne pouvez pas construire un bon stade avec 20 milliards, c'est trop peu. À titre d'exemple, le nouveau stade de Tottenham en Angleterre a coûté 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, vous imaginez. Le stade Ebempe en Côte d'Ivoire, qui est aux normes FIFA, a coûté pratiquement, je crois, 100 de milliards de francs CFA. Donc, avec 20 milliards prévus, en tout cas, je crois 10 milliards pour le 4 août, vous ne pouvez pas construire un nouveau stade. Ensuite, il faut dire que le stade du 4 août n'est pas désuet
à ce point? C'est tout simplement parce que ces installations ne sont pas aux normes. Parce que quand vous prenez tous les critères qui ont été, les 12 qui ont été cités, il n'y a aucun critère qui ne peut être fait au niveau du stade. On peut les refaire et facilement. Je crois que c'est parce qu'au départ, peut-être nos dirigeants ou en tout cas le monde sportif n'a pas pris la chose très au sérieux que nous en sommes arrivés là. Parce que d'abord, les vestiaires, refaire les vestiaires, ça a été refait. Au départ, ce n'était pas comme ça. Moi, je connais le stade du 4 où tous les vestiaires étaient encore beaucoup plus choses que ça. Ensuite, les caméras de surveillance. Ensuite, il y a quoi encore en plus? Le gazon, je crois qu'il n'y a pas de souci. Vous prenez les bancs de touche, la tribune de presse, les choses, comment on appelle ça, les chaises. Il n'y a rien qu'on ne puisse pas faire si on se met au sérieux. Donc le stade de 4 août n'est pas désuet, ce n'est pas une bâtisse qui menace de s'effondrer. C'est tout simplement parce que ces installations ne répondent pas aux normes exigées par la Confédération africaine de football et la Fédération internationale de football association. C'est pour ça que le stade, à mon avis, a été déclassé, c'est tout. Mais m'a dit, pour le prestige aussi, le Burkina Faso pourrait avoir un nouveau stade. Il y a certains aussi qui disent que c'est vrai que même si on a le stade du 4 août qu'on peut le mettre aux normes, on peut mettre ce stade-là aux normes, mais il faut peut-être aussi songer à un stade assez moderne, comme on a vu le stade des Bimpe, qui même s'il coûte une centaine de milliards, peut quand même être aussi un stade qui va rehausser aussi le niveau du Burkina Faso de l'extérieur. Mais Arsène, vous pouvez moderniser ce stade. Oui. Souvent, je prends l'exemple des Américains avec leur bombardier B-52, même si que Dieu nous en garde pour la guerre. Cet avion, si on dit B-52, c'est que ça date de ces années-là. Mais c'est aujourd'hui un des avions les plus modernes, tout simplement parce que les Américains l'ont rénové et ont mis des éléments modernes. Donc le stade du 4 août, ce n'est pas la peine à mon avis. Et puis regardez la situation du stade du 4 août. En plein centre-ville, accessible, facilement accessible. Aujourd'hui, si vous voulez construire un nouveau stade à Ouagadougou, vous le construisez où? Vous êtes obligé d'aller soit à Kombisiri ou à Kokologo ou encore je ne sais où, peut-être à une vingtaine, une trentaine de kilomètres de Ouagadougou. Or, vous avez un endroit ici déjà idéal, bien propice à la pratique du sport. Et parce que je pense, Arsène, peut-être qu'il faut retracer la petite histoire du stade du 4 août, si tu le permets. Oui, on peut y aller. Le stade du 4 août fait partie d'un grand projet qui s'appelait Grand Stade Omnisport de Ouagadougou, qui a été initié dans les années 1973 à 1976 par le colonel Félix Tiemtarboum quand il était ministre des Sports de Lamizana, général Sangoulé Lamizana. C'est le colonel Tiemtarboum quand il était donc ministre des Sports qui a initié le grand projet Stade Omnisport, Grand Stade Omnisport de Ouagadougou, parce qu'il avait trouvé, effectivement, il avait raison, que le stade municipal à l'époque et le stade Wobi étaient désuets et ne pouvaient pas permettre au Burkina, à la Haute-Volta à l'époque, de se mesurer aux autres nations. Rappelez-vous que en 1978, pratiquement, on a dit que le Kadiogo n'a pas pu accéder à la finale de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe parce que la CAF a jugé qu'on n'avait pas de stade ici pour recevoir. Oui. Voilà l'esprit qui a guidé à ce projet Grand Stade. Et ce projet Grand Stade devait comporter et le stade, et un vélodrome, un hôtel 5 étoiles, une piscine olympique et, je crois, une cour de tennis de niveau international. Voilà les 5 éléments du projet Grand Stade de Ouagadougou. Et pour vous qui connaissez Ouagadougou, et pour ceux qui connaissent Ouagadougou, vous voyez la cité chinoise, vous qui avez sans doute dormi là-bas quand vous étiez étudiant, l'espace entre la cité chinoise, le goudron qui longe l'Onéa jusqu'au camp et le chemin de fer que vous voyez à droite, c'est cet espace-là qui avait été retenu à l'époque pour ce projet Grand Stade de Ouagadougou. Et la cité chinoise dont vous parlez, c'est là-bas que les Chinois ont logé, puisque c'est la Chine populaire qui a construit le stade du 4 août en passant. C'est là-bas que les Chinois ont logé pour construire, c'est là leur camp de base pour construire le stade. Donc, le projet n'a pu aboutir qu'à la construction du stade. Parce que ça commençait sous la Mizana et le chef de projet à l'époque d'ailleurs, c'était un certain Paul Bouda. Paul Bouda, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le papa de l'ancien ministre de la Défense, Jean-Claude Bouda. Voilà. Donc ensuite, après Paul Bouda, il y a eu Vincent Tanquano qui a terminé le projet. C'était avec ses herbos et c'est fini sous la Révolution.
Et pour le premier anniversaire de la Révolution, l'occasion faisant leur larron, les capitaines révolutionnaires ont tout simplement baptisé le stade du 4 août parce que, bon, en souvenir donc de la Révolution du 4 août 1983. Voici la petite histoire du stade du 4 août. Donc, si vous avez tout cette... C'est vrai, quand vous regardez après, bon, quelqu'un a dit, parce que j'ai rencontré Thiem Tarboum avant qu'il ne décède pour parler de cette histoire, il a dit la Sonabel a pris une partie pour faire son centre de formation professionnelle. Après, lui-même, il a eu l'occasion, il a fait l'INGF sur le même endroit. Mais ça fait partie du grand projet. Et c'est le stade du 4 août. Donc, moi, je crois qu'on ne peut pas avoir cet espace-là et après aller encore construire. Ça sera gaspiller de l'argent. Or, le stade du 4 août, je crois, peut être rénové, remis aux normes internationales. Peut-être même on peut faire des extensions si on le veut. Et je crois qu'il n'y a pas de souci. Ça fait déjà près de 35 000, 40 000 places quand c'est bien plein. Je crois qu'on peut bien avoir un grand stade. Et on peut moderniser ce stade au lieu d'investir. Ça, c'est ce que je pense, des centaines de milliards ailleurs. Alors que déjà ici, il suffit de mettre du sérieux surtout. Moi, je le dis encore. Parce que, excusez-moi du terme, on ne met pas du sérieux dans la construction de certaines infrastructures. Et si on se met au sérieux, on aura un stade rapidement au nord. D'accord, merci à Madi Zongo pour ce bref cours d'histoire sur le plateau de Sport Time, l'émission où on vous dit tout sur l'actualité sportive nationale mais également internationale. Madi, toujours dans cette même veine, quand le Burkina Faso qui joue très bientôt pour les éliminatoires, on se demande finalement où on va accueillir ces matchs-là. Il y a Saitas également qui joue en campagne africaine. On se demande aussi où cette équipe va jouer. On se demande la Côte d'Ivoire, le Ghana, qui sont des pays qui sont proches du Burkina Faso, mais également certains parlent du Maroc, on ne sait pas encore. Mais jusque-là, on se demande où ces matchs-là peuvent se jouer. Est-ce qu'il faut privilégier peut-être des pays où on a déjà une forte diaspora? C'est une question qui reste posée. Oui, mais la question reste posée, mais je crois que là, c'est un problème de relations et de négociation. Vous imaginez seulement, le Maroc est venu jouer au Burkina, le WAC de Casablanca en Ligue des Champions contre Kaizer Chiefs ici, donc c'est parce qu'il y a de bonnes relations entre le Burkina et le Maroc. Ensuite, il ne faut pas oublier aussi qu'il faut tenir compte de la disponibilité aussi des terrains dans ces pays. La Côte d'Ivoire joue, je crois, pratiquement le même jour que le Burkina, qui doit recevoir le Soudan du Sud parlant de l'équipe nationale. Au Ghana, je crois qu'ils doivent jouer. Donc, il faut négocier avec les pays qui ont les terrains aux normes. Et si ça marche, moi, ici, de toute façon, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Ghana ou au Maroc, le Burkina jouera à l'étranger. Bon, vous savez, quand diaspora ou quoi, pas évident que vous ayez plus de 100 personnes qui passent vous voir dans ce genre de match. D'accord. Voilà. Merci Madi Zongo. Les étalons U20 sont de retour de la Coupe d'Afrique junior en Mauritanie. Les Burkinabés avaient tout pour aller loin, mais ils ont été sortis très tôt par les jeunes Ougandais. Luc Pakbegem, notre envoyé spécial en Mauritanie, nous fait le point de ce qui s'est passé au cours de cette CAN junior. Les étalons juniors reviennent de leur 3e Coupe d'Afrique des Nations plus tôt que prévu. Finaliste du tournoi IFOA B au Bénin en 2020 et médaillé d'or aux Jeux africains de Rabat au Maroc en 2019, l'équipe burkinabé partait quelque peu favori à la CAN U20 Mauritanie 2021. En plus, le Burkina Faso était avec le Ghana les seuls participants de la précédente CAN au Niger à être présents en terre mauritanienne. Logés dans le groupe B en compagnie de la Tunisie, de la Centrafrique et de la Namibie, les poulains de Oscar Barrow vont débuter par un nul face aux Aiglons de Carthage avant de monter en puissance contre les Fauves du Bas-Ubangui de la Centrafrique, étriés 3-1 et les Warriors de la Namibie battus sur le fil 1-0. Avec 2 victoires, le point du nul, le Burkina Faso totalise 7 points et termine premier du groupe devant la Centrafrique, la Tunisie, qui avait tous deux 4 points au compteur et la Namibie, dernière de la classe avec 1 point. Face au Crane ou Gru UP de l'Ouganda, ce fut une autre paire de manches. L'équipe ougandaise, quoiqu'à sa première participation à cette compétition, ne se laissera intimider. Les étalons devront se contenter d'un score nul et vierge avant de trébucher à la séance des tirs au but 3-5. Oscar reconnaît s'être battu, mais a eu moins de baraka. Nous avons essayé de faire notre jeu. Et malheureusement, on n'a pas pu marquer dans le jeu. Et voilà, l'ultime moment, à savoir les coups de pied arrêtés, les pénaltys du moins, où nous n'avons pas été assez efficaces comme l'équipe ougandaise. Et nous disons félicitations à l'équipe ougandaise. Et je pense que l'avenir de ce groupe ne m'appartient pas. Ça appartient aux décideurs. Voilà, moi, je ne suis qu'un entraîneur, je ne suis qu'un employé.
Là, ce qu'on me demande de faire, c'est ce que je fais. Donc, l'avenir appartient aux décideurs. Le superviseur général des équipes nationales a suivi l'équipe junior de bout en bout et tire des motifs de satisfaction. C'était une équipe qui avait fière à lui. Alors maintenant nous sommes tombés sur une équipe joueuse comme l'Ouganda, un peu similaire à nous. C'est ce que on a dit aux garçons bien avant. Alors c'est un match à Kitoudou où nous avons, en tout cas selon mon analyse, nous avons possédé le ballon sans pour autant marquer. Bon, maintenant ça se dessine au tir au but. C'est vraiment le sort qui ne nous a pas permis de continuer. Mais quand même, nous avons gardé en tout cas de bons souvenirs parce que ces enfants, quand vous voyez, c'est une équipe quand même qui joue avec des plans de jeu. Les étalons juniors finissent parmi les 8 premiers de cette CAN avec une bonne sensation laissée dans la compétition. L'équipe a séduit par son jeu avec une grande possession de balles face à ses adversaires et surtout des joueurs promoteurs comme Lino Geoffrey Bazier, élu 2 fois homme du match. Le Burkina Faso qui finit parmi les 8 premiers de cette compétition. On peut dire qu'on pouvait faire mieux, n'est-ce pas, Madi Zongo, parce que même si on a de belles individualités, on s'est dit qu'on pouvait quand même avoir une équipe qui pouvait passer véritablement le cap des quarts de finale pour se retrouver en demi-finale. C'est une belle occasion, on peut le dire, qui a été gâchée là. Ah oui, d'abord, merci à Luc pour cet élément parce que là, ça nous a remis totalement dans le bain. Parce qu'après l'élimination, waouh, on était tous sonnés tellement on voyait loin dans cette affaire. Vraiment, merci à lui. Mais tu vois, Arsène, la meilleure façon de gagner une compétition, c'est quand vous êtes au plus haut niveau. La promesse, c'est bien, on a bien joué, on a fait chaud. Mais malheureusement, quand vous êtes éliminé, tout ça, ça passe derrière. Mais là où il ne faut pas aussi jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est parce que c'est une équipe quand même jeune. Ce sont des U20, ce sont des joueurs en devenir. Donc ça veut dire que si le Burkina arrive, et malheureusement ce n'est pas toujours notre qualité, à conserver ce noyau, à la faire progresser jusqu'aux espoirs et la mettre à l'antichambre maintenant de l'équipe nationale, forcément, on va voir que peut-être des titulaires qui se croient plus ou moins indiscutables en équipe A vont regarder dans le rétroviseur en se disant il y a des gens qui arrivent. C'est comme ça, à mon avis, qu'on renouvelle les générations, qu'on permet d'avoir les meilleurs résultats. Parce que si un joueur craint pour sa place, forcément, il va donner le meilleur de lui-même. Mais quand ça devient un nabab, comme quelqu'un le dit, il est tranquille, entraîné ou pas entraîné, il sera titulaire parce qu'il n'y a rien derrière lui, c'est là qui cause problème. Et je crois qu'avec ces étalons juniors-là, on a un effet qui peut amener ceux de devant à travailler et surtout à eux aussi de se bonifier. D'accord. Madi, peut-être l'une des questions les plus importantes aujourd'hui, c'est comment on fait progresser ces gamins-là, U20 aujourd'hui, comment on fait pour les suivre? Parce que déjà, il y a beaucoup certains vont peut-être partir, vont signer dans d'autres clubs. Donc aujourd'hui, comment on fait pour les suivre, passer des U20 maintenant à la prochaine étape? C'est véritablement ça la question aujourd'hui. Comment on y parvient? La plus grosse faiblesse, et peut-être ça nous rappelle un peu la suspension du stade du 4 août, c'est le manque de compétition du jeune. On a l'impression que nous aimons les générations spontanées. Tant qu'un joueur n'a pas de cursus, ce qu'on appelle la carte d'identité sportive, il y en a quand tu prends sa carte d'identité sportive, c'est centre de formation étalon. Oui. Il pas de club, donc pas de lisibilité dans sa carrière. C'est ça qui fait que nous perdons des générations. Prenez la génération de 2011 avec leur leader Bertrand Traoré qui a remporté la CAN U17 au Rwanda. Après, c'est quoi? Ils viennent des centres de formation, mais après les centres de formation, ils vont où? Il n'y a plus de passerelle pour eux pour aller vers le haut, donc ils s'écroulent. Avec ces joueurs-là, je crois que beaucoup sont dans les clubs. En tout cas, pour la plupart, je vois le capitaine Moustapha Ouedraogo, lui qui est à l'Asfa Yenenga, que je vois souvent jouer. Et donc, je crois que c'est la meilleure façon de les garder, c'est de les faire compétir. Dans les clubs surtout, et surtout pouvoir les suivre. C'est vrai qu'on n'aura plus tout de suite de compétition de jeunes parce qu'il faut attendre peut-être 1 ou 2 ans. Eux, ils seront déjà déclassés parce qu'ils ne seront plus des juniors, ils seront maintenant des seniors. Mais la meilleure façon de les garder, il faut, comme on aura une équipe espoir, c'est de les faire passer
tout de suite espoir avec un encadrement technique adéquat et ne pas fermer le groupe. Ce n'est pas parce qu'ils sont bien joués que d'autres ne peuvent pas venir. Je crois que c'est comme ça peut-être qu'on va pouvoir les aider. Maintenant, si les plus talentueux peuvent aller à l'extérieur comme Botoué, ben, ça ne sera que du pain béni. D'accord, on espère aussi, pour essayer de faire une mise en contexte avec la nomination de Kamou Malo comme superviseur général, ça pourrait permettre aussi de pouvoir faire évoluer les choses et suivre ces étalons juniors. Et un peu d'histoire dans cette émission. Nous nous sommes intéressés à l'histoire des tirs au but. Avant qu'ils soient institués, l'on avait recours à des tirages au sort pour départager les équipes lors des rencontres où un vainqueur n'arrivait pas à se dessiner. Et c'est en 1970 que les tirs au but sont arrivés pour essayer de corriger cela. Tout de suite, nous allons partir pour essayer de suivre comment cela s'est passé, quels sont les grands moments qui ont permis d'aboutir à l'institution des tirs au but au cours des matchs de football. Au football, l'épreuve des tirs au but est utilisée pour départager deux équipes à la suite d'un match nul parce que les règles de la compétition désignent obligatoirement un vainqueur. Avant les tirs au but, le législateur a d'abord utilisé la prolongation, le but marqué à l'extérieur pour les matchs joués en aller-retour et surtout le tirage au sort. Cette dernière procédure a toujours été considérée comme étant injuste par les équipes. Le déclic est arrivé en 1968 après deux tirages au sort qui ont marqué l'histoire du football. Lors de l'Euro 1968, l'Italie se qualifie par un jeu de pièces de monnaie pour la finale de l'épreuve après un 0-0 face à l'URSS. Aux Jeux olympiques de Tokyo la même année, Israël s'est aussi fait sortir au tirage au sort par la Bulgarie. Une élimination que la délégation de l'État hébreu n'a pas digérée. Peu après, un membre de la délégation, Youssef Dagan, envoie un courrier à la FIFA pour lui suggérer d'instituer le principe de la séance au tir au but, déjà expérimenté en des rares occasions sans que ce ne soit officiel lors des Coupes nationales de Yougoslavie et d'Italie dès les années 1950. Le 27 juin 1970, l'International Football Association Board, IFAB, adopte les tirs au but comme moyen de départager les équipes en cas d'égalité. La première séance de tirs au but de l'histoire eut lieu en 1970 entre Hull City et Manchester United pendant la Watney Cup. Le premier tireur était George Best et le premier à manquer son tir, Dennis Lowe. En tant que procédure pour déterminer un vainqueur, les tirs au but ne font pas partie du match. Chaque équipe tire alternativement. Les deux équipes exécutent le même nombre de tirs, sauf si, avant que les deux équipes n'aient exécuté leurs 5 tirs, l'une d'elles a déjà marqué plus de buts que l'autre ne pourra jamais en marquer même en finissant sa série de tirs. Mais si l'égalité persiste, la séance se poursuit jusqu'à ce qu'une équipe ait marqué un but de plus que l'autre. Le week-end dernier, l'AS Kurita de Kupela a pris le dessus sur CFEB 1-0. C'était un match de championnat de deuxième division dans la poule A. En match de cette journée du championnat national de D2, Joani Weda, qui est le président de l'AS Kurita de Kupela, s'est prononcé à notre micro sur la vie de son équipe, ses ambitions, mais également ses stratégies pour mobiliser les fonds. L'association sportive Kurita de Kupela est leader de la poule A du championnat national de deuxième division suite à sa victoire 1-0 sur CFEB lors de la 13e journée jouée le week-end dernier à Kupela. Un rang qui satisfait son président et la rapproche de son objectif. L'objectif, bien sûr, c'est la montée. Et en tout cas, nous travaillons pour. Le représentant de la région du centre-est dans le football d'élite est confronté aux mêmes soucis que les autres clubs et compte sur la bonne volonté des enfants du terroir. La ISCA vit des dons des fils et filles de Kupela. Récemment même, on a organisé une nuit où nos frères et sœurs ont eu l'occasion de manifester leur solidarité face au club. Voilà, c'est ce qui fait vivre le club. Les fils et les filles, en tout cas, se sont mobilisés pour soutenir financièrement le club. Contrairement à ce qu'on peut penser, le budget de ce club est loin d'être une broutille. Bon, au bas mot, autour de 40. 40 millions.
pas une si petite somme. Et c'est comme je dis, en tout cas, les fils sont autour du club. Et puisque le club même en temps a connu l'aventure de la première division, donc en tout cas, tout le monde est à fond financièrement avec le club, afin que le club puisse retrouver la première division. Malgré les difficultés, la passion du football donne le courage de continuer. J'ai des hommes derrière moi. Il y a un bureau et puis il y a les fils et les filles. C'est ça qui fait qu'on est là. Voilà. Et puis il y a la passion du foot. Voilà. On est venu, on a crié, on a perdu la voix. Bon, c'est ça aussi qui fait la beauté de la chose. Alors, Monsieur le Président, un mot pour tous ces dirigeants de clubs comme vous qui souffrent, on le sait, pour que le football, surtout en deuxième division, marche au Burkina. Bon, je les souhaite du courage, comme je me souhaite moi-même ce courage. De l'abnégation, du travail, et d'être bien entouré. En tout cas, quand il y a en tout cas, des personnes de ressources derrière vous, en tout cas, vous avez le courage d'avancer. L'ASK va recevoir l'équipe de Tema Boken le 7 mars dans un duel au sommet dans la poule A pour le compte de la 14e journée. Adi Zongo, 40 millions pour un club de D2, c'est quand même pas mal. Ah oui, c'est consistant. Hein. Au niveau du Burkina, j'avoue que c'est consistant parce que, quoi qu'on dise, que ce soit en première ou en deuxième division, les gens paient des salaires régulièrement et parfois ce n'est pas de petits salaires. Ensuite, le règlement vous oblige à avoir 30 joueurs. C'est vrai que tous les joueurs ne sont pas payés au même niveau de salaire, mais tout de même. Donc ensuite, il y a l'encadrement technique qui sont tous professionnels aujourd'hui. L'AS Kourita est coaché par Arma Bassolé, l'ancien entraîneur de l'AS Douane. Donc il faut payer. Il a un staff, sans oublier même que souvent dans ce genre de club-là, la plupart des joueurs ne résident pas. À la base, donc il y en a beaucoup, il y en a qui sont à Ouagadougou, qui se déplacent, donc ça alourdit les charges. Et 40 millions, bon, comme il l'a dit, ce n'est pas une si petite somme, en tout cas en ces temps de Covid où l'économie ne se porte pas si bien. D'accord, l'économie ne se porte pas si bien, mais comme le président Joanny Weda disait, ici, pour mobiliser ces 40 millions-là, il y a une forte communauté de Kupela qui se mobilise régulièrement pour pouvoir faire des dons. C'est aussi un filon à explorer, à exploiter aussi par les clubs de province, parce qu'on sait que la plupart des gros clubs sont de Ouagadougou, de Bourg-du-Lasso, mais pour les clubs de province, c'est quand même un filon qui est assez intéressant aujourd'hui à pouvoir explorer pour se faire beaucoup d'argent aussi. Oui, je crois que, vous savez, le sport ne vit que sur des valeurs. Quelqu'un a dit que si aujourd'hui le sport dans nos villes agonise plus ou moins, c'est parce qu'il n'y a plus ces valeurs-là qui poussaient les enfants à jouer, c'est-à-dire quoi? Le quartier, le voisinage. Quand tu dis que tu es de Gungue, tu es de Paspanga, tu es de Dapoya, tu es etc., etc. Et quand on dit que ce sont ces quartiers-là qui jouaient, toi, ça te donne du pinch parce que tu veux défendre. Aujourd'hui, on te dit que tu es du secteur 58. Ou bien c'est combien? Ouagadougou, c'est 55. Excusez-moi. Il y en a tellement les secteurs. Parce qu'il y en a tellement. Voilà, on dit que tu es du secteur 55. Tu ne sais pas ça commence où ça se termine. Tu es du secteur 1. Tu ne sais pas ça commence où. Donc, forcément, ce cran qui devait te pousser à aller te battre n'existe plus. Je crois que au plus haut niveau, c'est ça. Quand on dit vous êtes de Kupela, donc de Kouritenga, forcément l'ASK vous intéresse parce que c'est votre fort intérieur qui est là. C'est comme quand on dit nous Burkinabé, donc fait chose. Donc là, c'est déjà un filon qu'il faut explorer. Ensuite, l'autre aspect, il me semble, Arsène, c'est qu'il faut explorer ce filon-là en craignant une certaine concurrence. Moi, je dis toujours, les clubs de province peuvent être viables à condition qu'on amène les opérateurs économiques à s'inscrire dans l'image même de ces clubs. Vous prenez une région comme Guayuguya, où vous avez beaucoup d'opérateurs économiques. Vous les mettez plus ou moins dans une concurrence saine autour d'un club. Avant, c'était l'USI, maintenant, je ne sais même plus, il y en a combien encore, donc autour d'un club. Et si les gens se disent que voici l'image de Guayuguya, l'ASK, c'est l'image du Kouritenga, voici, les gens seront à ce moment prêts à mettre quelque chose parce que les pays aussi se développent
à travers la concurrence entre les régions. Je pense que c'est ce que ceux qui lisent souvent l'histoire des États-Unis voient que c'est comme ça que les États-Unis se sont développés. Chaque région s'est spécialisée quelque part et a développé son ego, sa fierté autour de ça. Vous prenez la région de Los Angeles, c'est le cinéma, Las Vegas, c'est le jeu. Donc ici, on peut le faire en nous appuyant sur nos clubs sportifs, surtout que moi, je suis jeune. Si vous allez en province, je vous assure, Arsène, le football, il y a de l'engouement. Vous voyez souvent au stade du 4 août, au stade municipal, où vous avez même moins de 200 personnes. Dans un match en province, vous avez toujours des centaines de personnes, surtout en deuxième division. Je pense que c'est là, ce genre de filon, comme tu l'as dit, qu'il faut exploiter pour développer notre sport. D'accord. Les régions, il faut le dire, sont des viviers de sportifs de talent, mais d'équipes aussi qui apportent un plus à l'animation de nos championnats, toutes disciplines confondues. La région du centre-ouest, par exemple, il y a un club en première division, deux en deuxième division, et c'est une région qui contribue beaucoup aussi dans des disciplines comme le handball, mais également les sports de combat. Dans cette région, nous avons rencontré le directeur régional des sports et des loisirs pour faire le point sur le sport dans sa région. Nous allons partir pour écouter le directeur régional depuis Koudougou. Je peux dire que le sport se sent très bien. En témoigne le nombre de disciplines pratiquées, ainsi que l'engouement que le sport suscite dans la population de toutes les provinces. Par exemple, le Boulkemde, nous avons une équipe en D1, la SEC. Nous avons le BPS également qui est en D2. Si nous allons dans la Sicile, nous avons une équipe en D2. Si nous prenons les centres même de formation de la relève sportive gérés par des privés, il y en a assez. Il y a également de nouvelles écoles de formation de la relève sportive qui sont lancées par le ministère des Sports et des Loisirs. Ensuite, il y a le handball qui vient après le football. Puis nous avons les sports de combat, notamment le taekwondo. Le taekwondo qui vit très bien. La question du stade municipal, c'est vrai qu'elle a fait couler beaucoup d'encre, mais il est indispensable que nous situions les choses dans leur contexte. Le stade municipal a connu d'abord une première pose de gazon. Malheureusement, ce gazon a été posé au moment où il manquait une expertise en tout cas professionnelle, de pose de gazon synthétique. La pelouse est restée là, sans pratique, et demande une réhabilitation. Alors, le ministère des Sports a fait une évaluation de la situation des différents terrains et a décidé de procéder à la construction de pelouses de qualité pour les régions et de revoir également les pelouses en souffrance dans certaines régions, notamment à Koudougou. Nous avons Dédougou, nous avons Gawa, nous avons également Kaya. Un programme de réhabilitation des 4 stades dont j'ai cité a été établi. Et le stade de Koudougou est classé pour être le premier stade réhabilité sur les 4. Il y a un cabinet d'études, le bâtisseur du Beau, qui est passé faire déjà les études. On attend incessamment qu'au niveau central, on puisse passer le marché officiellement pour voir l'entreprise qui sera attributaire venir commencer les travaux. L'UCBF, d'une manière générale, a repris avec des difficultés que nous tentons de surmonter. Ce que je peux dire, c'est que dans cette région, d'une manière générale,
les élèves ont un engouement pour la pratique de l'USBF. Maintenant, nous faisons face à plusieurs difficultés qu'il faille gérer, notamment la question de la distance avec deux autres provinces, le Ziro et puis la Sicile. Et les établissements rencontrent des difficultés aujourd'hui sur le plan financier, si bien que certains chefs d'établissement sont réticents à engager leurs élèves dans la compétition, de peur que cela n'engendre des dépenses qu'ils ne puissent pas gérer. Alors que les équipes comme l'ASEC de Koudougou se démènent sur le terrain Batibo Balibié de Koudougou, comme on a dit, on voit un stade municipal qui aurait pu servir si les travaux n'avaient pas été en quelque sorte bâclés. Aujourd'hui, ça aurait pu servir. Mais ce qu'on peut se dire, c'est qu'aujourd'hui, le développement du sport dans les régions ne peut pas se faire si on n'a pas des infrastructures de qualité qui puissent accompagner toutes les équipes qui sont dans ces provinces-là. C'est ça. Tu as tout dit, Arsène, et c'est malheureux quand tu vois certaines infrastructures. Moi, je ne vais pas les citer pour ne pas donner des migraines aux gens, mais je prends seulement le seul exemple de Manga plus Koudougou. Manga, où on a dit que c'était le bon stade, aujourd'hui Manga est fermé. Et soit dit en passant, peut-être qu'il semblerait que les travaux n'ont pas encore repris, mais de toute façon, ils sont obligés de refaire Manga. Koudougou, ça date d'une vingtaine d'années, le stade municipal de Koudougou. Ça ne date pas de maintenant. Oui. Donc, ça n'a pas été bien fait. Les autres stades aussi. C'est ça, je dis que quelque part, on ne se met pas au sérieux pour faire certaines choses. On a perdu énormément d'argent dans ces infrastructures. Un gazon synthétique, même si on faisait des low cost, comme quelqu'un l'a dit sur ce plateau une fois, c'est au bas mot 100 millions. Il y a combien de gazons synthétiques qui ont été faits et qui n'ont servi à rien? En tout cas, le gazon synthétique de Koudougou n'a servi à rien et il faut refaire. Les autres aussi sont exactement dans la même situation. Aujourd'hui, la CAF et la FIFA sont venus nous rappeler que notre façon de faire les choses ne peut pas nous permettre d'échapper à la sanction de la qualité. On ne peut pas faire du sport dans la médiocrité, excusez le terme. Il faut que les infrastructures soient bonnes. Il y a assez d'exemples pour prouver que dans le domaine du sport, on ne prend pas les choses au sérieux en matière de construction d'infrastructures. Tous les gazons qui ont été faits, toutes les infrastructures qui ont souvent été construites, ça se retrouve après dans ce qu'on ne veut pas. Yéguéré, c'était devenu tout ce qu'on veut, sauf faire du sport. Tenkodougou, alors que le premier vent est venu, le toit est parti. Manga, ça s'est affaissé parce que, semble-t-il, le terrain était ceci, cela, comme si on n'avait pas fait des travaux préalables. Koudougou, là, on n'en parle même pas parce que ça, c'est depuis les 6 engagements. Koudougou, c'est depuis les 6 engagements qu'on a fait ça. Donc, si nous ne nous mettons pas au sérieux, si nous faisons les choses juste pour les faire et se dire que nous avons du gazon synthétique, nous avons des stades, on ne progressera pas. Et aujourd'hui, le Burkina se retrouve au bas de la passerelle, pas de stade pour jouer un match international, pas de bon stade pour jouer même le championnat. Regardez où on joue à Koupéla, oui. Regardez où on joue à Koudougou. Donc je crois que quelque part, il faut qu'il y ait des remises en cause, qu'on se dise que si nous aimons chanter que nous sommes une grande nation, que nous voulons être une grande nation, les bases, ce sont les infrastructures. Et je profite de ton micro, Arsène, pour demander à monsieur le nouveau ministre des Sports, monsieur Dominique Nana, de voir le cas du comète. Les prochains jours, je pense que nous y ferons un tour pour prouver que le comète est loin d'être le centre omnisport des étalons qu'on a connu en 1998. D'accord. Finalement, Madi Zongo, quand on observe, tous les meilleurs stades sont soit à Bourg-du-Lasso, soit à Ouagadougou. Pourtant, si on veut véritablement être une nation du sport qui s'affirme par le sport, on ne peut pas espérer que tous les talents viennent de Ouagadougou et de Bourg-du-Lasso. Il y a aussi les provinces, il faut pouvoir y aller, pouvoir détecter des talents, mais finalement, s'il n'y a pas d'infrastructure, on passe comme ça à côté de beaucoup de talents, n'est-ce pas? Mais bien sûr, mais bon, je ne sais pas, toi tu appelles ce que toi tu appelles meilleur stade.
Pour les meilleurs, en tout cas, au Burkina. Pour ce qui est meilleur pour le Burkina, en tout cas. Prenez seulement le stade Sangoulé Lamizana, qui a été construit en 1998 pour la CAN. Ce stade n'a jamais été aux normes depuis sa construction. Que ce soit en matière d'éclairage, que ce soit en matière de gazon, que ce soit... Ce stade, on se demande même, est-ce que sur le plan même de la structure, il n'y a pas de problème au niveau de ce stade. Mais c'est un stade qui a coûté 4 fois plus que le budget prévu. Oui. 4 fois plus que le budget prévu. Vous prenez le stade municipal de Ouagadougou, qui a été reconstruit. Alors qu'on l'avait refait à 100 millions, on l'a reconstruit encore pour la CAN 98. Regardez le stade municipal de Ouagadougou. Aujourd'hui, si vous jouez en nocturne là-bas, vous avez pitié de vos yeux. On se demande même si tu fais là-bas pendant 10 ans, tu ne vas même pas perdre les yeux qui te restent. Vous prenez aujourd'hui le stade du 4 août, l'éclairage. Donc, en province, c'est encore pire. C'est ce que je dis, Arsène. Moi, je pense que si on avait pris le temps pour faire ne serait-ce qu'un bon stade tous les 5 ans, en 20 ans ou en 30 ans, on aurait couvert toutes nos provinces. L'avantage du Burkina, c'est qu'il n'y a pas de grande distance. Ouagadougou, Koudougou, c'est 45 minutes. Oui. Ouagadougou, Bobo, Banfora, c'est la même distance. Manga, que ça. Donc, on n'a pas de grande distance. Donc, forcément, si on a de bons stades à des endroits bien précis, le sport va se développer rapidement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Tout ce qu'on a entrepris, excusez-moi encore de le dire, on n'a pas mis le sérieux qu'il faut. Et on se retrouve à la case départ. Moi, à mon avis, je pense que pratiquement tous les gazons là, on va les décaper parce qu'il ne faut pas rapiécer quelque chose qui ne vous servira après à rien. D'accord, merci Madi. On va à présent parler du cyclisme et du championnat d'Afrique de cyclisme qui se tient actuellement en Égypte. Pour la course contre la montre par équipe, les Burkinabés se sont classés 6e sur 10. Et Paul Domon, le jeune Burkinabé, s'est illustré en remportant une médaille de bronze dès la 2e journée. Le Burkina Faso est bien présent au championnat d'Afrique de cyclisme en Égypte. À Koudougou, ils ont effectué leur préparation avant de rejoindre le pays des pharaons. L'optimisme était de mise et les ambitions bien grandes. L'objectif, c'est vraiment cette année, c'est ramener au moins des médailles d'or. Voilà, c'est vrai que les années passées, on a fait l'effort d'avoir des médailles de bronze. Et je pense qu'avec l'encadrement technique, l'équipe qu'on a aujourd'hui, vous voyez que c'est composé de U23 et des anciens. Voilà, donc il y a l'expérience, et puis il y a l'énergie, et puis il y a la fraîcheur aussi qui est là. Donc je pense que les deux mélangés, on a des sprinteurs, on a des rouleurs. Je pense que l'équipe qui est là, en tout cas, est capable de nous ramener une médaille. En plus de la détermination des hommes, le Burkina pouvait compter sur le terrain plat du Caire. Paul Domon, Mathias Sorgo et Seydou Yerbanga ont constitué l'équipe burkinabé pour la course contre la montre par équipe. Ils ont bouclé les 42 km en 1 h 4 minutes et 42 secondes. Ils se sont classés 6e sur 10. L'écart était de 8 minutes 47 secondes et 12 centièmes avec l'Afrique du Sud qui a terminé en tête avec un temps de 55 minutes 55 secondes et 69 centièmes. La vitesse moyenne de l'épreuve était de 45,5 km/h. Les épreuves individuelles, Paul Domon et Awa Bamogo, qui portaient les espoirs du Burkina dans la course contre la montre, ont donné plus ou moins satisfaction. Le coureur de l'AS Bessel est médaillé de bronze, tandis que sa consoeur de l'USFA pour 4 secondes a terminé au pied du podium. En attendant la course en ligne de 150 km, le bilan est plus ou moins mitigé pour les étalons. Thomas, on le sait, est l'un des fiefs de la lutte traditionnelle au Burkina Faso. La ville a abrité la 5e édition du tournoi de la relève Bemba Sitoa Club. 159 compétiteurs ont pris part à des combats de belle facture. Le vainqueur chez les hommes, un certain Yameogo Clotaire, un Mouaga qui s'impose une fois de plus au pays de ses esclaves. Chez les femmes, c'est la nommée Émilie Paré qui n'a laissé aucune chance à ses adversaires. Nous allons tout de suite à Thomas avec la voix de Alexis Bilemnaba. Clotaire Yamego est médaillé d'or dans la première catégorie de cette 5e édition du tournoi de la relève du Bemba Sitoa Club de Thomas. Des combats de belle facture sont livrés tant par des hommes que des femmes. Une véritable occasion de démonstration de force et d'habileté de ces jeunes lutteurs venus des différentes communes de Thomas. Il n'y a pas de cadre d'expression pour nos jeunes lutteurs.
Voilà, c'est pour leur permettre donc d'exprimer leur talent que nous avons initié donc et cette compétition. Donc c'est, comme vous l'avez dit, c'est la 5e édition cette année. Donc nous avons commencé la première édition en 2017. Donc cette année, donc ça fait la 5e édition que nous organisons donc le tournoi de la relève. C'est un motif de satisfaction pour nous. Donc ça permet vraiment aux jeunes donc de s'exprimer et d'avoir la compétition. Donc c'est un de nos objectifs. Le ministère des Sports et des Loisirs présent à cette compétition promet accompagner cette initiative. Alors nous sommes très satisfaits de voir ce qui se passe ce soir parce que nous avons assisté à des oppositions de belle facture sur le plan technique, sur le plan de l'engagement. En tout cas, c'est très promoteur pour la relève sportive au Burkina Faso. Alors le ministère des Sports et des Loisirs, à travers le secrétaire technique de la relève sportive, assure le développement et la promotion du sport, de la relève sportive sur toute l'étendue du territoire national. Dans ce sens, toute activité entrant dans le cadre de la relève sportive mérite un regard et un accompagnement du ministère des Sports et des Loisirs. Donc je puisse vous rassurer de notre disponibilité pour accompagner toute initiative de ce genre. Les parrains, eux, affichent une satisfaction quant à la réussite de ce tournoi. Au Nayala, bon, je crois qu'il n'y a pas une très grande différence entre les hommes et puis les femmes. Parce que bon, dès notre enfance, nous tous on luttait. Et donc, bon, quand même, aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de soutenir quand même la jeune génération voilà, dans cette activité-là. Juste pour accompagner le frère voilà, qui fait vraiment de l'effort pour la jeunesse et pour notre culture Samo. Donc, je suis vraiment très fier de lui voilà, pour son initiative, puisqu'ils sont les relais de demain qui vont soulever le Nayala pour notre culture, surtout en matière lutte Samo. Inoussa Zanté remporte le meilleur prix dans la 2e catégorie et Paterne Toué celle de la 3e. Ils repartent respectivement avec des enveloppes financières de 40 000 et 50 000 francs CFA. Chez les dames, la médaille d'or revient à Émilie Paris. Elle remporte ainsi une enveloppe financière de 30 000 francs CFA, un vélo et des gadgets. Ce sont au total 159 lutteurs, dont 24 filles qui ont pris part à cette compétition. Merci une fois de plus à Clotaire Yamégo d'avoir fait respecter la hiérarchie au cours de cette 5e édition de la compétition de lutte qui s'est déroulée à Toma. Nous allons tout de suite, avant de terminer, avec le programme de la 19e journée du championnat national de première division. Ce vendredi 5 mars, l'USO affronte l'ASEC de Koudougou au stade Issoufou Joseph Konombo. Demain, samedi 6 mars, Vitesse FC AS Police se croise au stade Wobi de Bourdulasso. Ensuite, Salitas sera face à Royal FC. COSAF affronte l'AS Douane, Raimo FC affronte l'AS Sonabel, Majestic affronte les Léopards de Saint-Camille à 16h. Et dimanche 7 mars, le RCB, le Racing Club de Bourdulasso, sera face à l'ASFA Yenenga au stade Wobi de Bourdulasso à partir de 16h. L'Union sportive des forces armées sera face à l'Association sportive des fonctionnaires de Bourdulasso. Ce sera au stade du 4 août à partir de 16h. Et le dernier match, ce sera toujours dimanche entre le RCK et l'Étoile filante de Ouagadougou. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie. N'oubliez pas de passer l'information autour de vous. C'est tous les lundis et les vendredis à partir de 21h sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis. Merci et bonsoir chez vous.